Bonjour et bienvenue. Nous continuons dans le thème de l'univers avec ce cinquième chapitre qui traite des spectres lumineux. La vidéo va être un petit peu longue, mais ce qu'il faut retenir est assez court. Et je tiens quand même à apporter un maximum d'explications et d'exemples, d'où la longueur de la vidéo. Et sans plus tarder, au programme du chapitre, nous verrons la composition de la lumière blanche, les différents types de spectres et leurs caractéristiques, et comment les spectres des étoiles sont utilisés pour obtenir des informations sur ces étoiles. Comme d'habitude, il y a les compétences à acquérir. Vous trouverez sur École Directe le fichier de ces compétences. Prenez quelques minutes pour les lire tranquillement, c'est ce que vous devez savoir faire en évaluation. De quoi est composée la lumière blanche? Cette question a longtemps divisé les scientifiques. Et on sait depuis la Rome antique décomposer la lumière en un arc-en-ciel avec un vitrum trigonum, un prisme en fait. Et en 1666, Isaac Newton, le célèbre scientifique connu pour son traité sur la gravitation, nous y reviendrons plus tard dans l'année sur ce sujet, Isaac Newton donc ne dispose pas comme nous d'électricité ou de lampe pour faire ses expériences. Il fait quand même entrer un rayon de lumière par un trou dans une pièce sombre et utilise un prisme pour décomposer la lumière. Il note qu'elle se décompose en lumière colorée. Oh, il n'est pas le premier à faire cette expérience, mais lui va plus loin. Il montre également que les lumières colorées peuvent se recomposer en lumière blanche. Ce n'est donc pas le prisme qui crée les lumières colorées comme on le pensait à l'époque. Enfin, il montre également qu'une lumière colorée ne subit pas de nouvelle décomposition si elle passe dans un autre prisme. Ces expériences sont celles que nous avons pu faire au laboratoire lors de l'activité expérimentale 7, l'étude de la lumière. Nous avions décomposé la lumière blanche à travers un prisme et nous avons observé, vous avez observé, un spectre multicolore. De même, il n'a pas été possible d'observer une décomposition de la lumière du rayon laser. Elle est déjà monochromatique. Un petit mot quand même sur les objets dispersifs. Un objet dispersif, c'est un objet qui est capable de décomposer la lumière blanche en lumière colorée, et donc de créer un spectre de lumière. Le prisme est très connu, était à l'origine en verre, puis on a utilisé des cristaux naturels également. Aujourd'hui, il peut également être en matière plastique. C'est avec cet objet que de nombreux scientifiques ont étudié la lumière et il continue d'être largement utilisé pour l'étude de la lumière. Un autre objet, c'est le réseau de diffraction. Nous l'avons utilisé dans l'atelier A. Ce réseau de diffraction est un dispositif qui comprend une série de fentes parallèles ou de rayures réfléchissantes. Ces fentes ou ces rayures doivent être très petites pour décomposer la lumière. Le réseau utilisé lors de l'activité comportait 500 traits ou 500 fentes par millimètre. C'est également ce type de réseau qui permet à un CD ou un DVD de décomposer la lumière. En effet, les pistes parallèles forment un réseau de diffraction. Enfin, le dernier objet est également très connu, c'est la goutte d'eau. L'arc-en-ciel qu'on peut voir les jours de pluie et de soleil n'est rien d'autre que le spectre du soleil qui est révélé grâce aux gouttes d'eau. Plus un objet est dispersif, plus le spectre obtenu sera large et détaillé. Bien, fermons cette petite parenthèse au cœur du cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière blanche est composée de lumière colorée. C'est ce qu'on appelle une lumière polychromatique. Poly vient du grec qui signifie plusieurs et chromatique de chromos, couleur, plusieurs couleurs. La lumière blanche est donc une lumière qui comporte plusieurs couleurs. Au contraire, le laser est une lumière monochromatique, elle n'a qu'une seule couleur. Elle ne peut donc pas être décomposée par un prisme, il n'y a en effet rien à décomposer. Venons maintenant aux différents types de spectres. En effet, pour étudier la lumière correctement, il est nécessaire d'étudier le spectre. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie.
La spectroscopie a des applications dans de nombreux domaines de la physique, l'astronomie, la biophysique, la chimie, la physique atomique, la physique des plasmas, physique nucléaire, physique du solide, mécanique, acoustique, etc. Il y a de nombreux domaines. Donc nous verrons les deux grandes familles de spectres, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Et puis nous aborderons enfin la notion de longueur d'onde et de radiation. Les spectres d'émission peuvent être de deux natures différentes. La première est le spectre d'émission continue. C'est le spectre que nous avons obtenu avec une lampe à incandescence. Dans ce type d'ampoule, un filament en tungstène est parcouru par un courant électrique. Ce courant électrique échauffe le filament et sous l'effet de la température, le filament produit de la lumière. 90% de l'énergie est dépensée en chaleur et seulement 10% servent à produire de la lumière. Ce n'est pas très efficace, mais ce n'est pas la question. Le spectre que l'on observe est continu, c'est-à-dire que l'on passe d'une couleur à une autre de manière continue. Il n'y a pas de rupture, pas de discontinuité dans le spectre. En résumé, il n'y a pas de bande noire. Nous avons observé en activité expérimentale que plus le filament était chaud, plus la lumière émise était blanche et plus son spectre s'enrichissait en couleurs verte, bleue et violette. Notons également que ce n'est pas parce que le spectre n'est pas composé de toutes les radiations, qu'il n'est composé que des radiations rouges et oranges par exemple, que le spectre n'est pas continu. On passe bien du rouge à l'orange sans discontinuité et même si le spectre s'arrête. Ce sont donc bien des spectres d'émission continue. C'est le scientifique Wilhelm Wien qui a également montré qu'il y avait une relation entre la température d'un corps et son maximum d'intensité, donc sa couleur apparente. On retrouve ce phénomène d'émission de lumière pour tout objet qui est chauffé à haute température, métal, braise ou lave. La température ici varie entre 700 et 1200-1300 degrés. La lave émet donc une lumière que nous pouvons voir aller du rouge au jaune. Sur cette capture d'écran d'une vidéo du National Geographic que vous pouvez consulter sur YouTube, on note bien les différentes couleurs de la lave, de noir sur la gauche à jaune sur la droite en passant par rouge-orange. Cela traduit bien les différences de température de la lave. Que faut-il donc retenir? Tout d'abord, c'est que quand on chauffe un corps, il va émettre de la lumière et si la température est assez chaude, il va émettre de la lumière visible. Le deuxième point à retenir, c'est que le spectre de cette lumière est un spectre continu, pas de discontinuité dans le spectre. Enfin, le troisième point à retenir, c'est que le spectre dépend uniquement de la température du corps. Uniquement car le spectre ne dépend pas de la nature du corps. Deux métaux différents chauffés à la même température vont émettre la même lumière, ils auront le même spectre. Et concernant la température, plus la température est élevée, plus le spectre est riche en couleurs, notamment en vert, en bleu et en violet. C'est un point que nous allons revoir plus tard. Autre spectre d'émission, celui des lampes spectrales. Nous l'avons vu également en activité. Dans ces lampes, on a mis un élément chimique sous une faible pression. On fait circuler un courant et ce courant électrique excite cet élément chimique. Il émet de la lumière. C'est le cas ici d'une lampe à mercure. L'élément chimique est donc le mercure et on y observe une lumière plutôt bleutée. Le spectre de lumière qu'il émet est par contre totalement différent du précédent. C'est un spectre de raie d'émission. Cette fois, le spectre est discontinu car pour passer d'une couleur à une autre, il y a un espace noir, c'est-à-dire un espace sans émission de lumière. C'est ce qu'on appelle les discontinuités et c'est pour ça qu'on parle de spectre de raie d'émission. Que faut-il retenir? C'est que tout d'abord, un élément à faible pression excité par un courant électrique, par exemple, va émettre de la lumière. Deuxième point à retenir, c'est que le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de raie d'émission. Ce spectre est discontinu et il est également caractéristique de l'élément. C'est-à-dire que chaque élément possède son propre spectre.
et que si on dispose d'un spectre de raie d'émission, on sait identifier quel élément en est à l'origine. Le troisième point à retenir, c'est que le spectre de raie d'émission est composé de raies de lumière colorées particulières, c'est-à-dire localisées précisément. Et entre ces raies, il y a des zones noires, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de lumière. Nous venons donc de voir les deux types de spectres d'émission. Nous allons nous intéresser aux spectres de raies d'absorption. Une observation rapide du spectre permet de conclure que c'est également un spectre discontinu, comme dans le spectre de raie d'émission. Mais cette fois, on a l'impression d'avoir un spectre d'émission continu dans lequel on a ôté quelques couleurs, ce qui donne de fines bandes noires. Une première, une deuxième, une troisième et enfin une quatrième. C'est ce qu'on appelle un spectre de raie d'absorption. On a un fond coloré, des couleurs manquantes sous forme de fines bandes noires et c'est un spectre de raie d'absorption. Ce qui est intéressant, c'est de comparer un spectre de raie d'émission d'un élément chimique avec un spectre de raie d'absorption du même élément chimique. Avant de comparer ces deux spectres, regardons un petit peu les deux montages qui permettent d'obtenir ces spectres. Voici les deux montages. Donc, le montage du haut permet d'avoir le spectre de raie d'émission. L'élément chimique étudié est sous la forme gazeuse. Il est excité par un courant électrique, il émet donc une lumière et après passer dans un réseau, on observe à l'écran son spectre. Le montage du bas permet d'avoir le spectre de raie d'absorption. Une lumière blanche est d'abord émise, puis elle traverse l'élément chimique étudié. Encore une fois, un réseau pour obtenir le spectre à l'écran. Et que peut-on constater si on visualise les deux spectres en même temps? Eh bien, il suffit de prendre un élément, on va prendre le cadmium et on va observer. Que peut-on observer? Les couleurs émises par cet élément dans son spectre de raie d'émission, c'est-à-dire en haut, correspondent parfaitement aux couleurs manquantes du spectre de raie d'absorption. C'est exactement ce qu'ont écrit Kirchhoff et Bunsen en 1861. C'est ce que nous avons vu en activité documentaire. Souvenez-vous de la phrase: le spectre d'émission d'un gaz en combustion se trouve renversé, c'est-à-dire que les raies brillantes deviennent obscures lorsqu'un foyer lumineux se trouve placé en arrière de la flamme de ce gaz. Que faut-il donc retenir de tout ça? C'est que tout d'abord, pour avoir un spectre de raie d'absorption, il faut d'une part une source de lumière blanche et d'autre part un élément chimique qui va être traversé par cette lumière blanche. Le deuxième point à retenir, c'est que le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de raie d'absorption. C'est un spectre discontinu, il y a des raies noires, et il est également caractéristique de l'élément tout comme l'est le spectre de raie d'émission. Enfin, le troisième point à retenir, c'est que le spectre de raie d'absorption est composé d'un fond coloré continu, mais entrecoupé par les fines raies noires. Et j'insiste bien, c'est un spectre discontinu. Enfin, un dernier type de spectre, c'est le spectre de bande d'absorption. C'est le cas pour les solutions ou pour les solides. Ici, à l'écran, est présenté le spectre d'une solution de permanganate de potassium. On l'a vu en activité. Il manque toute une partie centrale du spectre, la partie où il y a le vert et le jaune. Il se différencie du précédent par la largeur de la bande noire, c'est-à-dire la largeur des couleurs manquantes. Au lieu d'avoir de fines bandes noires, on a généralement une ou deux bandes épaisses et du coup il manque beaucoup plus de couleurs que dans le cas d'un spectre de raie d'absorption. Alors, que faut-il retenir? La première chose, c'est qu'un spectre de bande d'absorption est obtenu lorsqu'une lumière blanche traverse un corps coloré, qu'il soit solide ou liquide. Deuxième point, le spectre de cette lumière est ce qu'on appelle un spectre de bande d'absorption. C'est un spectre discontinu qui présente un fond coloré et généralement une ou deux larges bandes noires.
Enfin, dernier point de notre partie sur les spectres, la notion de longueur d'onde et de radiation. Pour le moment, je me suis plutôt attaché à faire un descriptif des spectres, et j'ai parlé de couleurs. En fait, en physique, on utilise plutôt le terme de radiation que de couleur. Une radiation, c'est une raie de lumière, bien précise, c'est monochromatique. Si on prend l'exemple de l'hydrogène, on a une raie monochromatique, bleu-verte. Bon, elle est bien élargie ici quand même. De plus, à cette radiation, on associe une longueur d'onde, 485,97 nanomètres. En effet, la lumière est une onde, et comme toute onde, il est possible de la caractériser par une longueur d'onde. Ici, c'est le cas avec cette raie monochromatique. On a également une raie violette qui est à 403,05 nanomètres. Et également une raie rouge qui est à 656,27 nanomètres. Le spectre lumineux visible va de 380 nanomètres, le violet, jusqu'à 780 nanomètres, c'est le rouge. En dessous de 380 nanomètres, on a les ultraviolets. Et au-delà de 780 nanomètres, ce sont les infrarouges. D'un point de vue physique, les ultraviolets et les infrarouges, ce sont la même chose que la lumière visible. C'est juste que nos yeux ne sont pas capables de les voir. Et la lumière visible n'est qu'une toute partie de tout le spectre des ondes électromagnétiques. Rayons gamma, rayons X, ultraviolets, infrarouges, micro-ondes, ondes radio, tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques. Et simplement, nos yeux ne peuvent voir que la lumière visible. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, c'est assez simple, c'est qu'une radiation, c'est une raie de lumière et que c'est donc une lumière monochromatique. Deuxième chose à retenir, c'est qu'une radiation, on associe une unique longueur d'onde. Ce qui explique pourquoi les raies de l'hydrogène ont été exprimées avec une précision du centième de nanomètre. À ce niveau-là, il faut être extrêmement précis. Et enfin, la lumière visible va de 380 nanomètres pour du violet jusqu'à 780 nanomètres pour du rouge. Au-delà de 780 nanomètres et en deçà de 380 nanomètres, il y a de la lumière que nous ne pouvons pas voir. Voilà pour les spectres de lumière. Nous allons nous servir des spectres dans le cadre de l'étude des étoiles, comme peuvent le faire les astrophysiciens, mais nous ferons ça dans un cadre un peu moins pointu, bien entendu. Nous verrons comment il est possible d'obtenir des informations sur la température et la composition des étoiles avec les spectres, et nous verrons quelle est la composition du Soleil. Si la spectroscopie est très utilisée dans des domaines aussi variés que la chimie, la physique, l'industrie, elle doit quand même beaucoup à l'étude des étoiles et notamment du Soleil, et l'étude des étoiles est un domaine où la spectroscopie est essentielle, elle est fondamentale. En effet, il n'est pas possible d'aller faire un prélèvement dans une étoile, elles sont toutes trop lointaines, sauf le Soleil. Et puis de toute façon, aucune sonde ne pourrait résister à la température d'une étoile. Donc la spectroscopie est le seul outil pour connaître la composition d'une étoile et son environnement. Il existe plusieurs classements des étoiles. Un exemple est le diagramme Hertzsprung-Russell. Bon, c'est pas à savoir. Ce diagramme montre plusieurs choses, mais surtout il montre que les étoiles n'ont pas toutes la même couleur. Et c'est vrai que quand on observe le ciel, même à l'œil nu, on peut voir des étoiles qui sont plutôt rouges, voire franchement rouges, et d'autres plutôt bleues. Nous savons maintenant que pour un corps chauffé, la couleur nous renseigne sur la température. Eh bien, c'est également le cas pour les étoiles. Plus la température de la surface d'une étoile est chaude, plus elle va nous apparaître bleue, car son spectre sera riche en radiations bleues et violettes. Et du coup, on peut mettre en relation la couleur de l'étoile et sa température, et c'est bien le cas du diagramme de Hertzsprung-Russell.
Ce que nous avons vu dans l'activité documentaire 08, c'est qu'on étudie le profil spectral des étoiles. Et plus précisément, on étudie l'allure globale du profil spectral de l'étoile. C'est la courbe qui est en rouge. Le maximum d'intensité du profil spectral donne la longueur d'onde qu'on appelle lambda max. Et grâce à la relation découverte par Wilhelm Wien, on peut attribuer à cette longueur d'onde maximum une température. Pour le Soleil, on voit que pour une longueur d'onde de 480 nanomètres, on est environ à une température de à peu près 5800 Kelvin, à peu près 6000 degrés Celsius. On sait utiliser le profil spectral de la lumière d'une étoile pour déterminer sa température surface. Le spectre en haute résolution du Soleil montre bien également les nombreuses raies noires. Si vous voulez les compter, pas de problème, sachez quand même qu'il y en a à peu près 26 000. Ça, c'est intéressant, mais d'où viennent ces différentes raies noires? Eh bien, pour répondre à la question, il faut se rappeler comment se forme un spectre de raie d'absorption. Une lumière blanche traverse un gaz, on met un réseau et on observe le spectre. Il suffit de transposer ça avec les étoiles. La surface d'une étoile, qu'on appelle la photosphère, émet une lumière blanche du fait de sa température. Autour de cette photosphère, nous avons une atmosphère gazeuse, la chromosphère. Et cette chromosphère, autour de l'étoile, absorbe des radiations, absorbe de la lumière et donne naissance à toutes les raies noires qu'on peut observer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au profil spectral d'une étoile, on peut déterminer la température de la surface de l'étoile. Plus précisément, la température de la photosphère. On ne peut pas vraiment parler d'une surface d'une étoile. Deuxièmement, plus la longueur d'onde du maximum est faible, donc vers des valeurs petites, plus la température de la photosphère est élevée. C'est la loi de Wien qui relie la température et la longueur d'onde maximum. J'en ai déjà parlé. Certaines étoiles ont une chromosphère à plus de 35 000 degrés. Le Soleil, lui, est une étoile pas très chaude avec une surface à 6000 degrés. Il faut également retenir que c'est grâce aux raies noires du spectre d'une étoile qu'on peut identifier les éléments chimiques qui sont présents dans son atmosphère, l'atmosphère qui s'appelle la chromosphère. Deuxièmement, on procède par comparaison et identification avec les raies d'éléments chimiques connus, car on sait que les raies vont être situées aux mêmes longueurs d'onde qu'on ait un spectre de raie d'émission ou un spectre de raie d'absorption. C'est ce que nous avons vu au paragraphe numéro 2 sur les spectres. Les spectres ont donc permis de déterminer la composition du Soleil et de son atmosphère. Fraunhofer, en 1814, avait observé donc le spectre du Soleil. Il avait également observé qu'il y avait des bandes noires, des raies noires. Il avait notamment identifié les plus importantes avec des lettres. Et il a été identifié plus tard que les raies C, les raies F et H minuscules peuvent être attribuées à l'hydrogène. Puis, d'autres raies ont été identifiées, appartenant au calcium, au magnésium, au titane, au fer, au sodium. On a même identifié des raies provenant du dioxygène. Il n'y a pas de dioxygène dans l'atmosphère du Soleil. Par contre, il y en a dans notre atmosphère à nous. Mais il restait quelques raies que les scientifiques n'arrivaient pas à identifier. En 1868, lors d'une éclipse de soleil, le Français Jules Janssen observe une raie jaune brillante à une longueur d'onde de 587,49 nanomètres. Cette raie n'est pas connue.
Elle est également observée 2 mois plus tard par un autre astronome, Norman Lockyer. Et ils ont découvert un nouvel élément chimique qui n'est inconnu sur Terre. Lockyer et le chimiste anglais Edward Frankland nomment cet élément d'après le mot grec pour soleil, hélios. Cet élément, c'est l'hélium. Et ce n'est qu'en 1882 qu'on trouvera pour la première fois de l'hélium sur Terre, dans la lave du Vésuve. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'hélium est un élément très abondant dans le Soleil, c'est presque 25% en masse, et ce n'est pas l'élément le plus abondant du Soleil, c'est l'hydrogène qui est l'élément le plus abondant avec environ 73,5%, toujours en masse. Quant au reste, ce sont des éléments plutôt légers, oxygène, carbone, néon, azote, sodium, magnésium, calcium, quelques métaux. Il faut bien aussi garder en tête que l'hydrogène, c'est le carburant principal du Soleil. Il fusionne pour donner l'hélium et de l'énergie, et cette énergie est émise dans le système solaire, et nous en profitons tous les jours sur Terre. Voilà, c'en est fini de ce chapitre, même s'il reste des questions en suspens, et il n'y aura pas la réponse cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, eh bien, soit vous les posez en commentaire, soit dès qu'on se revoit à la rentrée. Bonne fin de journée et à bientôt.